Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue à faire couler beaucoup d'encre, et dont on peut dire au minimum que ses thèses sont loin de faire l'unanimité. Cet auteur, c'est Sigmund Freud, psychanalyste et neurologue autrichien de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Freud est considéré comme le fondateur de cette nouvelle discipline qu'est la psychanalyse à la fin du 19e siècle, et je précise d'emblée que la psychanalyse n'est pas considérée, aujourd'hui, comme une discipline scientifique. La psychanalyse n'est pas une science, elle ne possède pas le même statut que la psychologie qui, elle, est considérée comme une science, et donc tout ce que je vais dire à propos de la théorie freudienne n'a aucune prétention à la validité scientifique. L'intérêt de l'approche freudienne n'est donc pas scientifique, mais plutôt philosophique, à savoir qu'elle permet de donner des éléments d'éclairage, des éléments de compréhension, sur la nature de l'esprit humain, la nature du psychisme humain, et le fait que l'esprit humain soit en grande partie mystérieux, insaisissable, pour ne pas dire qu'il nous échappe. La révolution freudienne a consisté à dire que, contrairement à ce que l'on pensait, l'homme ne se connaît pas. Contrairement à notre intuition, contrairement à notre impression immédiate, nous ne savons pas ce qui se passe dans notre esprit. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en deçà du conscient, en deçà de ce qui apparaît, de ce qui se manifeste explicitement à notre conscience. Ainsi, si on veut comprendre les principes et les objectifs de la psychanalyse, il faut aussitôt introduire le concept clé de la psychanalyse qui est le concept d'inconscient. Il n'y a pas de psychanalyse sans le concept d'inconscient. Et cette notion d'inconscient va constituer une véritable révolution épistémologique dans l'approche et la compréhension de la psyché humaine. Alors, je viens d'employer le mot psyché, psyché en grec, qui signifiait l'âme, mais qu'on traduit à partir du 19e siècle par le mot esprit. Donc littéralement, la psychanalyse, c'est l'analyse de la psyché, l'analyse de l'âme, l'analyse de l'esprit humain. Et la psychanalyse suppose donc que la plus grande partie de l'esprit humain nous est inconnue, voire nous est inaccessible. Et cette partie inaccessible du psychisme humain, Freud l'appelle l'inconscient. Alors, qu'est-ce que l'inconscient ? Bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord dire ce que n'est pas l'inconscient. Donc l'inconscient, ce n'est pas l'inconscience. L'inconscience qui serait le contraire de la conscience. Vous savez par exemple que lorsque quelqu'un perd connaissance, on dit qu'il est inconscient. Inconscient signifie ici qu'il n'a plus de contact sensoriel avec le monde. On est inconscient quand on n'est plus capable de ressentir ou d'expérimenter, avec nos sens, le monde extérieur. Est-ce que c'est ça l'inconscient freudien ? Non, pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus puissant en réalité. Je précise rapidement que l'inconscient freudien ne correspond pas non plus à ce qu'on appelle habituellement les automatismes, c'est-à-dire les gestes mécaniques dans lesquels nous n'avons pas la mémoire de ce que nous avons fait ou de ce que nous sommes en train de faire. Vous faites un trajet en voiture, vous montez les escaliers, vous allez chercher à boire dans le frigidaire, et quelques minutes après, vous n'avez pas le souvenir de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas le souvenir des endroits que vous avez traversés en voiture ou des escaliers que vous avez grimpés. Vous n'avez pas le souvenir, c'est-à-dire vous n'avez pas la conscience de ce que vous avez fait. Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez fait est inconscient au sens freudien du terme ? Non. On est dans le cas ici de l'automatisme, on est tout simplement dans le cas d'une absence d'attention à ce que l'on fait, qui produit une absence de rétention, l'absence du souvenir de ce qu'on a fait. Donc là encore, on fera très attention à ne pas confondre l'inconscient freudien avec cet inconscient au sens courant du terme, qui désigne l'absence de souvenir, l'absence de mémorisation de ce que l'on fait. Donc maintenant qu'on a dit ce que n'était pas l'inconscient, on va pouvoir dire ce qu'il est. L'inconscient, c'est une zone de l'esprit, une zone de la psyché, qui n'apparaît pas directement à la conscience, donc qui ne se manifeste pas à nous, qui nous échappe, mais qui agit en nous, et qui agit en nous avec une extraordinaire puissance. L'inconscient se manifeste dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos désirs, et si on devait quantifier l'influence de l'inconscient sur notre vie psychique, bien on pourrait dire que 90% de notre vie psychique est régie, selon Freud, par notre inconscient. Freud a cette phrase qui est restée célèbre, il dit « Le moi n'est pas le maître dans sa propre maison ».
le moi n'est pas le maître dans sa propre maison, ça signifie que la conscience n'est pas l'instance gouvernante de notre esprit. La conscience n'est pas l'alpha et l'oméga de notre vie psychique. En réalité, la grande majorité de notre vie psychique est régie et déterminée par notre inconscient. Donc ici, on peut se représenter l'image habituelle de l'iceberg, dont la pointe émergée représenterait la conscience, et la partie immergée représenterait l'inconscient. Et d'ailleurs, c'est une image intéressante parce qu'elle permet de comprendre la continuité entre l'inconscient et la conscience, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de séparation absolue, et que la conscience dépend de l'inconscient. La conscience est tout entière déterminée par l'inconscient. Voilà pourquoi on peut dire que, d'un point de vue freudien, nous sommes gouvernés par notre inconscient. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que pour Freud, c'est lorsqu'on comprend et qu'on admet que notre vie psychique est gouvernée par notre inconscient que l'on peut commencer à s'en libérer, que l'on peut commencer à s'en affranchir. Un petit peu à la manière de Spinoza qui disait que prendre conscience du fait que nous sommes déterminés, c'est déjà s'affranchir du déterminisme. Prendre conscience que nous sommes gouvernés par notre inconscient, c'est prendre conscience que la vie de l'esprit ne saurait se réduire à ce que nous en connaissons. La vie de l'esprit ne saurait se réduire à ce que l'esprit laisse entrevoir de lui-même, à ce que l'esprit accepte de manifester. Et vous allez voir qu'un certain nombre de phénomènes psychiques vont pouvoir trouver leur explication, ou en tout cas une partie de leur explication, dans cette activité de l'inconscient. Alors avant d'aller plus loin, on va faire un petit retour en arrière dans l'histoire, pour se demander si la notion d'inconscient a existé avant Freud, a existé avant le 19e siècle. Alors, dans l'Antiquité, Platon a élaboré une théorie de l'âme, une cartographie de l'âme, donc de ce que nous appellerions aujourd'hui l'esprit, et il se trouve que, pour Platon, il y a dans l'âme humaine quelque chose qui relèverait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inconscient. En effet, pour Platon, tout être humain possède en lui la connaissance, tout être humain possède en lui le savoir. Mais cette connaissance ne lui est pas consciente. Cette connaissance ne lui est pas explicitement donnée. Donc, pour Platon, l'homme possède un savoir inconscient, au sens d'un savoir non manifesté, et le travail du philosophe consiste précisément à faire émerger la connaissance au niveau conscient. C'est ce qu'on appelle la théorie de la réminiscence, et qui consiste à dire que la connaissance est en nous, et que par un travail de raisonnement, par le travail de la confrontation des idées, on peut faire émerger la connaissance au niveau conscient. On peut faire en sorte que ce savoir inconscient devienne conscient. Et c'est vraiment, proprement, la tâche du philosophe que de faire émerger ce savoir au niveau conscient, ce que Socrate appelait la maïeutique, c'est-à-dire l'art de faire accoucher les esprits. Et cette métaphore de l'accouchement est intéressante parce que, précisément, lorsqu'une femme accouche, elle accouche d'un être qui est en elle. Elle accouche d'un être qui existe, mais qui n'est pas encore là devant elle, qui n'est pas encore extériorisé. Le savoir inconscient doit donc s'extérioriser, et il s'extériorise par le travail de réflexion, par le travail d'investigation philosophique, cette dialectique socratique qui permet de faire sortir le savoir et de le poser hors de nous. Donc chez Platon, on a bien quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme d'inconscient, mais on est encore très très loin de l'inconscient au sens freudien. On est encore très loin de cette idée d'une instance psychique qui gouvernerait entièrement la vie de l'esprit. Et surtout, on va le voir par la suite, on n'a pas du tout cette idée de l'inconscient comme d'une force dynamique qui va s'exprimer, qui va se traduire dans l'apparition de certains symptômes. Et vous allez voir à quel point la question du symptôme est très importante chez Freud. Alors jusqu'au XVIe siècle, la notion d'inconscient a été totalement mise de côté. Il n'existe pas de concept qui fasse penser de près ou de loin à ce que Freud appelle l'inconscient, à tel point que, au XVIIe siècle, avec Descartes, la vie psychique ou la vie spirituelle se résume tout entière à la conscience, se résume tout entière à la pensée manifeste. La pensée manifeste étant celle qui apparaît à la conscience, là où l'inconscient, chez Freud, ne se laisse pas entrevoir par la conscience. Vous vous souvenez que, pour Descartes, ce qui définit l'être humain, c'est avant tout sa pensée. Descartes nous dit, nos sens n'étant pas fiables, nos sens étant trompeurs, la seule chose dont on puisse être absolument certain, bien c'est le fait que l'on pense. Je peux douter de ce que je vois, je peux douter de ce que j'entends, je peux douter de ce que je sens, mais je ne peux pas douter du fait que je pense. Je ne peux pas douter du fait qu'une idée traverse mon esprit. Je ne peux pas en douter. Je peux avoir l'illusion de la sensation, l'illusion de la perception, mais je ne peux pas avoir l'illusion de la pensée, parce qu'une pensée illusoire reste une pensée. Lorsque je rêve,
ce que je vis n'est pas réel, mais le fait que je rêve est bien une réalité. Donc pour Descartes, il y a la présupposition que rien n'existe en dehors de la conscience. Il y a l'idée que le moi, c'est la conscience. L'homme se définit par la pensée est un phénomène conscient, donc l'homme se définit par sa conscience. Un peu après Descartes, nous avons le philosophe Leibniz. Leibniz dont on a déjà parlé, on en a parlé sur la question du mal, mais Leibniz s'est aussi interrogé sur une autre question, qui est la question des micro-perceptions, qu'il appelait les petites perceptions confuses, et qui là pour le coup constitue une première tentative d'explorer cette idée d'inconscient, ou en tout cas, cette idée de phénomène inconscient. Et pour vous l'expliquer, je vais vous donner des exemples extrêmement concrets. On va prendre l'exemple que vous connaissez tous des images subliminales. Qu'est-ce qu'une image subliminale ? C'est une image qui est insérée dans un film, dans un court-métrage, dans une vidéo, peu importe. Et cette image, vous n'aurez pas l'impression de la voir, vous n'aurez pas la conscience de la voir, mais vous la verrez quand même. Vous la verrez à un niveau infraconscient, à un niveau subconscient. Ça veut dire que votre œil va percevoir l'image subliminale, mais cette image ne va pas laisser de traces sur votre conscience. Elle va, pour ainsi dire, passer inaperçue. Une image subliminale, c'est une image qui n'imprime pas son visage sur votre rétine. C'est une image qui ne persiste pas sur le plan sensoriel. Ou en tout cas, qui ne persiste pas suffisamment pour que vous puissiez en percevoir la trace. C'est pour ça que certains disent, de manière un petit peu maladroite, que l'image subliminale n'est pas perçue par l'œil, mais par le cerveau. En réalité, il faut bien que l'image soit perçue par l'œil pour être perçue par le cerveau, mais l'absence de persistance rétinienne fait que vous n'aurez pas l'impression d'avoir vu cette image. Alors évidemment, on peut contester cette idée en disant que la conscience, ce n'est pas la perception. Ce sont deux choses différentes, et on aura raison de faire cette remarque. Mais ce que dit Leibniz est un peu plus subtil, c'est simplement de dire que, entre ce qui n'est pas perçu par la conscience et ce qui est perçu par la conscience, il y a un continuum qui fait qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'inconscient et le conscient, mais seulement une différence de degré. Pour Leibniz, tout ce qui est perçu de manière consciente est issu en réalité de perceptions inconscientes. Je vais donc prendre un deuxième exemple pour illustrer cette idée. C'est l'idée très connue des vagues qui se forment sur l'océan. Lorsque vous regardez une vague sur l'océan, vous ne voyez pas la totalité des gouttes qui composent cette vague. Vous voyez une vague. Autrement dit, ce que vous voyez, c'est une sorte de synthèse de toutes les petites perceptions, de tous les petits éléments qui constituent cette vague. Vous ne voyez pas l'intégralité des micro-perceptions qui donnent lieu à la perception de la vague, vous voyez la vague. Donc vous voyez le résultat synthétisé de l'ensemble des micro-perceptions. Voilà ce qu'il en est des micro-perceptions chez Leibniz, mais là encore, vous voyez qu'on n'est pas dans une approche de l'inconscient au sens freudien du terme. On n'est pas dans l'idée que l'inconscient serait une zone de l'appareil psychique, une zone de la vie spirituelle. L'inconscient correspond ici à un phénomène lié à la perception, à la micro-perception, c'est-à-dire à la perception qui ne se manifeste pas à la conscience. Donc c'est vraiment à partir du 19e siècle, avec Freud, qu'on va avoir une théorie de l'inconscient au niveau psychique, puisque pour Freud, l'inconscient, c'est une zone de l'esprit, c'est une instance de l'appareil psychique. Et Freud nous dit que l'inconscient, c'est ce qui est constitué des pensées et des désirs refoulés. Voilà la première notion qui va nous permettre de comprendre ce qu'est l'inconscient, la notion de refoulement. Alors qu'est-ce que c'est que le refoulement ? Au sens littéral, c'est le rejet, c'est la mise au ban, c'est l'expulsion. L'inconscient, c'est donc ce qui est constitué de tout ce que l'on expulse, de tout ce que l'on rejette en dehors de notre conscience. Voilà pourquoi, et on le verra tout à l'heure, ce qui se situe dans l'inconscient est généralement considéré par l'être humain comme honteux, quelque chose qu'on n'assume pas et donc qu'on ne veut pas dévoiler, ou qu'on ne veut même pas connaître parfois. L'inconscient, c'est ce que notre esprit considère comme ne devant pas être dévoilé, ne devant pas être manifesté, comme n'ayant pas sa place dans la vie consciente. C'est ça l'inconscient. C'est ce qui n'a pas sa place dans la vie consciente. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas sa place ? Eh bien tout simplement parce que ça contredit ce que les normes, ce que les règles, ce que les lois de notre société autorisent. Donc d'une certaine manière, ce qui se situe dans l'inconscient, c'est ce qui a été censuré.
C'est ce qui a été interdit, rejeté, mis à l'index. C'est un peu l'équivalent de l'enfer dans les bibliothèques, vous le savez sans doute. L'enfer, c'était la partie d'une bibliothèque dont les livres étaient interdits au public. Et c'est intéressant qu'il y ait cette connotation diabolique, cette connotation maléfique, parce que dans la religion chrétienne, bien entendu, l'enfer, c'est le mal. C'est là où terminent ceux qui ont vécu dans le péché, qui ont vécu dans le vice, qui ont vécu dans le crime. Autrement dit, qui ont vécu dans tout ce qui est interdit par la morale. Mais c'est exactement ça l'inconscient. L'inconscient, c'est l'enfer de notre esprit. Et ce n'est pas un hasard si, dans la plupart des mythologies, l'enfer ou les enfers sont généralement situés sous la terre, c'est-à-dire au niveau le plus bas. Le plus bas étant symboliquement associé à ce qui est indigne, à ce qui est vil, à ce qui doit être caché. Là où le ciel du paradis correspond au contraire à la noblesse, à la grandeur, à la pureté. Donc l'inconscient, c'est la zone de l'appareil psychique qui contient nos désirs et nos pensées refoulés car incompatibles avec les exigences de la vie sociale. Parce que dans toute vie sociale, il y a des exigences, il y a des impératifs, il y a des interdits, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre la nature de l'inconscient si on ne comprend pas que l'inconscient est toujours le produit de la vie dans la civilisation. Il y a un inconscient parce qu'il y a civilisation, parce qu'il y a coexistence sociale entre des individus qui doivent réprimer leurs pulsions, réprimer leurs désirs pour pouvoir coexister. Le principe de la vie sociale, c'est le principe de la coexistence, de la cohabitation. C'est donc le principe du sacrifice sur soi-même. On ne peut pas se comporter en société comme on se comporterait si on était tout seul, ou comme on se comporterait si on vivait dans la forêt. On est obligé de poser des limites à notre comportement, de poser des barrières à nos usages. On ne peut pas faire comme si l'autre n'existait pas. Voilà pourquoi, dans toute société, il existe des lois, il existe des normes, des règles, sans lesquelles nous vivrions tout simplement comme des animaux, autrement dit, sans lesquelles toute vie sociale serait impossible. Or, on l'a vu avec la vidéo sur Rousseau, la vie en société repose sur un contrat, le contrat social, qui fait qu'on accepte de troquer une partie de notre liberté contre notre sécurité, et si le contrat social n'est pas honoré, si ce contrat social s'effondre, c'est le retour à l'état de nature. Donc potentiellement, le retour à la guerre de tous contre tous. Pour Hobbes, l'homme est fondamentalement égoïste et violent. Et il se trouve que, chez Freud, on a exactement la même vision de l'homme. On a exactement la même anthropologie. À savoir que ce qui anime l'homme dans les profondeurs, c'est la pulsion. C'est la pulsion qui le rend violent, agressif. La pulsion qui, si elle n'est pas canalisée, peut donner lieu à la sauvagerie. Et donc, par extension, à la destruction de la civilisation. Si nous ne réprimons pas nos pulsions primitives, si nous ne réprimons pas nos instincts, on ne pourrait pas vivre. On est donc obligé de faire cet exercice de la répression et du refoulement de nos instincts animaux. On ne peut pas faire autrement. Imaginez ce que ça donnerait si vous vous baladiez dans la rue et qu'à tout moment, une personne pouvait vous sauter dessus pour satisfaire ses besoins sexuels ou pour satisfaire ses pulsions meurtrières. Ce serait très compliqué. Or, il se trouve que pour Freud, c'est vraiment ça qui nous anime profondément. C'est cet instinct, c'est cette pulsion qui nous pousse à la destruction. Donc c'est parce que l'être humain est fondamentalement destructeur, fondamentalement agressif envers ses semblables, que la société doit poser des normes, doit poser des lois, et que ces lois vont agir comme une sorte de barrière douanière, de filtre, pour empêcher que la pulsion ne puisse se manifester et mettre en péril la vie en société. On retrouve ici l'idée de Kant à propos de l'insociable sociabilité humaine. Insociable sociabilité, ça signifie que l'homme est à la fois égoïste de par son côté animal et altruiste de par son côté humain. Mais l'être humain reste un animal, l'être humain conserve cette partie instinctive, cette partie bestiale, et c'est cette interdiction d'exprimer sa partie animale qui va créer à l'intérieur de l'être humain un conflit psychique, un conflit qui va déboucher sur ce que Freud appelle la névrose. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce concept de névrose, mais simplement, et pour simplifier un petit peu les choses, la névrose, c'est tout simplement le résultat d'un conflit psychique, d'un conflit intérieur, entre deux éléments contradictoires, entre deux exigences incompatibles. Entre par exemple le désir d'avoir un rapport sexuel et le devoir de rester vierge. Entre le désir de rouler en Ferrari et de partir en vacances aux Seychelles et le devoir de se lever tous les matins à 6 heures pour aller bosser.
La névrose, c'est ce qui résulte d'un conflit entre le désir et le devoir. Et une fois qu'on a compris cette idée de conflit intérieur entre le désir et le devoir, un conflit qu'on retrouve d'ailleurs dans les tragédies grecques, chez les héros tragiques qui sont tiraillés entre la raison et la passion, puisque la tragédie, c'est une illustration et en même temps une catharsis, c'est-à-dire un moyen d'évacuation de ce conflit entre raison et passion, de ce conflit entre devoir et désir. Le héros tragique, c'est celui qui, parce que son désir est trop puissant, parce que son désir est tyrannique, cesse d'obéir à la raison, cesse d'obéir au devoir, cesse d'obéir à la loi avec un L majuscule, et qui, parce qu'il désobéit à la loi, sera puni par le destin, sera puni par les dieux, sera puni par le fatum. C'est ça la raison d'être de la tragédie, ou en tout cas l'une de ses raisons d'être, l'illustration et l'évacuation cathartique du conflit entre raison et passion chez l'homme. Donc pour le dire très vite, selon Freud, nous sommes tous des névrosés. Absolument tous, sans exception. Alors, nous le sommes tous plus ou moins, parce que nous sommes plus ou moins tiraillés par nos désirs, ou nous sommes plus ou moins sous la pression du devoir. Il y a des personnes dont le milieu, dont l'environnement, dont la famille leur accorde plus ou moins de marge de manœuvre, leur accorde plus ou moins de souplesse dans la satisfaction de leurs désirs. Quand on grandit dans un couvent, on a des chances de finir comme Emma Bovary. On a des chances de vouloir extérioriser nos pulsions réprimées, on a des chances d'exploser. À l'inverse, si on évolue dans un milieu où cette pression du devoir, cette pression de l'interdit, cette pression de la règle ne se fait pas ressentir ou se fait moins ressentir, à ce moment-là, il y a des chances pour que la névrose soit moins forte. Vous vous souvenez ce qu'on disait sur la politesse ? La politesse, c'est cet effort altruiste qui permet la cohabitation avec l'autre. C'est cet effort que l'on produit sur nous-mêmes pour assurer les conditions de la coexistence avec l'autre. C'est un effort. C'est une pression exercée sur notre désir, sur notre animalité. L'animal n'a pas besoin d'être poli. L'animal, il se sert. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est la lutte à mort. Il n'y a pas de névrose chez les animaux à l'état sauvage. Il n'y a pas de refoulement de la pulsion. Donc il n'y a pas d'inconscient. Alors il se trouve que cette loi, on va appeler ça la loi avec un L majuscule, et donc quand je dirais loi, je voudrais parler de toutes les normes sociales, de toutes les conventions, de toutes les règles dans lesquelles on baigne, qui nous sont transmises par l'éducation. Donc cette loi, elle nous est non seulement imposée par la société, imposée par notre environnement social, mais elle finit même par nous être imposée par nous-mêmes. Autrement dit, nous devenons nous-mêmes une autorité par laquelle on s'interdit certaines choses et par laquelle on s'autorise certaines choses. Autrement dit, il existe pour Freud une autre zone de l'esprit qu'il appelle le surmoi. Et le surmoi, c'est l'instance de la loi, c'est l'instance de la norme, c'est le petit gendarme intérieur qui nous surveille et qui nous empêche de suivre aveuglément nos pulsions. On pourrait dire que le surmoi, c'est l'instance de la bonne conscience, au sens de la conscience morale. C'est le petit ange posé sur l'épaule qui nous dit « Tu ne devrais pas faire ça, ça tu as le droit, ça tu n'as pas le droit. Ça c'est bien, mais ça c'est mal. » C'est ça le surmoi. J'ai pris l'image du gendarme, mais je pourrais prendre celle du juge, parce que le juge, c'est celui qui sanctionne, c'est celui qui représente l'autorité de la loi et dont le verdict est irrévocable. Le juge, c'est la loi. Et donc nous avons tous notre petit juge intérieur qui est le surmoi. Et le surmoi, c'est ce qui va vous donner un cadre de discipline, d'autodiscipline. Une autodiscipline qui peut parfois être nécessaire et bénéfique pour vous, mais c'est aussi ce qui va produire en vous de la culpabilité. La culpabilité d'avoir mal agi. La culpabilité d'avoir fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire selon les critères qui s'imposent à vous. Le surmoi, c'est ce qui va produire en vous la honte. C'est tout ça le surmoi. Le surmoi, c'est l'œil de la conscience, l'œil dans la tombe qui regarde Caïn dans le poème de Victor Hugo, c'est-à-dire l'œil de la culpabilité, l'œil de l'intériorisation des normes. Le surmoi, c'est ce qui est issu de l'intériorisation de la loi. Voilà pourquoi le surmoi n'est pas aussi développé chez l'enfant que chez l'adulte, par exemple. Parce que c'est un processus dynamique, le processus d'intériorisation de la loi. Et l'intériorisation de la loi, ça signifie que ce qui au départ nous est imposé de l'extérieur, par la société, par nos parents, par nos professeurs, par nos frères et sœurs, finit par être intégré en nous, à tel point qu'on ne le remet même plus en cause, à tel point qu'on ne remarque même plus que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur.
L'intériorisation de la loi, c'est l'acceptation de la loi comme faisant partie de nous. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que sinon, on va réduire la loi à une simple autorité extérieure qui s'impose à nous. Alors que non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple de dire qu'il y a des lois qui s'imposent à nous et qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est pas ça. C'est pas qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est pas qu'on n'a pas le droit de satisfaire nos désirs, c'est qu'on s'interdit nous-mêmes de les satisfaire. Et l'idée que nous serions opprimés par des règles et des normes qui nous empêchent de nous libérer, qui nous empêchent de nous épanouir, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Personne ne vous interdit de faire ce que vous voulez, dans l'immense majorité des cas. C'est vous-même. C'est vous-même qui vous dites « c'est une mauvaise idée, je ne devrais pas, c'est risqué, c'est dangereux ». C'est nous qui nous le disons. Et ça, Freud l'avait parfaitement compris. Il avait compris qu'il était beaucoup trop facile de réduire la pression sociale, de réduire la pression civilisationnelle à la seule autorité des lois qui nous gouvernent. En réalité, depuis l'enfance, nous intériorisons les lois de la société, et parfois même nous en rajoutons, et nous finissons par devenir notre propre gendarme, notre propre juge, notre propre surveillant. Et c'est ça qui crée de la névrose. C'est cette impossibilité de satisfaire notre pôle pulsionnel qui crée de la névrose. Et c'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie qu'on puisse voir des gens qui, comme on dit familièrement, vont péter un câble. Vont péter un câble parce qu'ils supportent depuis trop longtemps une pression qu'ils se sont eux-mêmes imposée, et qui à un moment donné explose. Toujours est-il que on parle du surmoi depuis tout à l'heure, et que devient notre inconscient pendant ce temps-là ? Bien, il faut savoir déjà que, pour Freud, le surmoi est lui-même en grande partie inconscient. C'est-à-dire que nous n'avons pas forcément conscience d'être nous-mêmes notre propre gendarme, notre propre surveillant, et que parfois nous agissons d'une manière qui nous semble tout simplement normale, c'est-à-dire en conformité avec les impératifs de la société, les impératifs de la coexistence avec autrui. Et donc on ne se rend même pas compte qu'on est dans un processus de répression, de refoulement, de limitation de nos désirs et de nos pulsions. Donc le surmoi est en grande partie inconscient, mais ce qu'on a appelé l'inconscient tout à l'heure, à savoir l'ensemble des désirs et des pensées refoulés par le surmoi, cet inconscient va se situer dans la zone inférieure de l'appareil psychique que Freud appelle le Ça. Ça, c'est dit A, das S en allemand. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque j'étais au lycée et que j'ai entendu pour la première fois prononcer le mot ça, j'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire, j'ai pas compris tout de suite pourquoi ce mot, parce que ça me paraissait être un mot pas du tout conceptuel. Qu'est-ce que ça veut dire le ça ? C'est très étrange comme expression. Autant le surmoi, on arrive à se faire une représentation de ce que ça peut vouloir dire, mais autant le ça, c'est beaucoup plus obscur. Et quelques années plus tard, j'ai compris que c'était justement ce caractère un petit peu obscur, un petit peu confus, un petit peu flou de ce terme qui justifiait son emploi. Le ça, c'est quelque chose qui ne se laisse pas définir. Le ça, c'est quelque chose qui ne se laisse pas déterminer, dont on ne peut pas délimiter les contours. Eh bien, c'est là que se situent ce qu'on appelle les désirs inconscients. Dans le ça. Dans ce ça qui agit sur la personnalité et qui est en conflit permanent avec le surmoi. Le ça est en conflit permanent avec le surmoi. Donc le ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est la zone pulsionnelle, c'est le réservoir pulsionnel, le réservoir du désir, qui cherche à s'exprimer malgré les injonctions du surmoi, malgré la barrière douanière du surmoi. Le ça, c'est ce torrent énergétique, c'est ce déchaînement de force qui cherche à s'exprimer envers et contre tout, qui cherche à s'exprimer au-delà des règles de bienséance et des interdictions. Donc je répète que l'inconscient ne se limite pas au ça, puisque le surmoi est lui-même en partie inconscient, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'inconscient est en grande partie constitué par le ça. Certains commentateurs ont choisi d'illustrer le ça par l'image de la cave. La cave, c'est un endroit, la plupart du temps, obscur, humide, qui peut chez les enfants inspirer la crainte, et d'ailleurs, le film inspiré du roman de Stephen King, Ça, dont certains de ma génération ont peut-être vu la version des années 90, il est revenu. Il est revenu, c'est l'histoire de ce clown tueur qui terrorise un groupe d'enfants et qui les met face à leurs angoisses. Évidemment, le fait que le roman de Stephen King et le film s'appellent Ça n'est évidemment pas un hasard, puisque c'est l'allégorie de la confrontation à nos angoisses, l'allégorie de la confrontation à l'irrationnel. Et donc il se trouve que dans le film Il est revenu, vous avez ce petit enfant, Georgie, qui descend dans la cave de sa maison, qui tente vainement d'allumer la lumière, l'ampoule ne fonctionne pas,
et qui descend à toute vitesse chercher ce dont il a besoin pour faire flotter son bateau, et on voit à quel point l'image de la cave représente pour lui une angoisse absolue. Parce que c'est l'inconnu, parce que c'est l'imperceptible, c'est l'insaisissable. Bien le ça, c'est un petit peu la cave de notre esprit. Le ça, c'est l'endroit où on n'a pas forcément envie d'aller voir. On a peut-être peur de ce qu'on pourrait y trouver. C'est vraiment ça, le ça. Et la seule chose qu'on puisse dire à propos du ça, c'est qu'il agit en nous. Ça agit en nous. Ça agit, ça veut dire que nous sommes poussés et déterminés par cette force inconnue avec laquelle nous sommes en lutte permanente, avec laquelle le surmoi est en conflit constant. Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour préciser un petit peu cette cartographie du psychisme humain selon Freud, qu'il a notamment développée en 1920 à travers sa seconde topique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une topique ? Une topique, c'est tout simplement la représentation de quelque chose d'abstrait sous forme de lieu, sous forme de carte. Donc la carte du psychisme humain, on pourrait la représenter par exemple par une fusée, dont l'étage le plus bas serait le ça, le pôle pulsionnel, la pointe supérieure serait le surmoi, donc l'instance de la loi, l'instance normative, et entre les deux se situe un étage intermédiaire que Freud appelle sobrement le moi. Et le moi, c'est tout simplement l'instance de conciliation, Freud parle de compromis, l'instance de compromis entre le ça et le surmoi. Autrement dit, le moi, c'est la partie qui doit gérer le conflit entre le ça et le surmoi. C'est le médiateur entre le désir pulsionnel et la raison normative. C'est ça le moi. Donc le moi, évidemment, il est affecté par ce conflit. Il est touché par ce conflit. Et il en subit les conséquences. C'est le moi qui doit composer avec ces deux forces contradictoires qui s'affrontent. Voilà pourquoi le moi est soumis à la névrose, parce que dans le même temps où il ne peut pas se soustraire aux injonctions du surmoi, il ne peut pas non plus ignorer son désir et sa pulsion. Il ne peut pas mettre son désir en pause. Il ne peut pas neutraliser, paralyser le ça. Le moi, c'est ce qui recueille le conflit entre le surmoi et le ça, c'est l'instance de médiation entre ces deux pôles opposés de l'appareil psychique. Donc je ne parlerai pas ici de la première topique freudienne, qui est un petit peu différente puisque dans la première topique, Freud distingue le conscient, le préconscient et l'inconscient. Mais comme il a révisé et corrigé cette conception, je préfère vous donner directement la seconde topique, qui me semble en plus beaucoup plus facile à comprendre. Donc j'ai dit à plusieurs reprises que l'être humain était en très grande partie déterminé par son inconscient, et d'autant plus déterminé que nous n'avons pas accès à cet inconscient. Nous n'avons pas accès à notre inconscient. Alors, nous n'y avons pas accès, mais en fait, si. On y a quand même accès à travers des chemins détournés. On y a accès de manière indirecte. Il y a plusieurs voies par lesquelles l'inconscient se manifeste à la conscience, la première voie étant le rêve. Le rêve, selon Freud, c'est le théâtre qui permet la mise en scène et l'expression du désir inconscient. C'est ce qui fait que, très souvent, dans vos rêves, vous aurez des décors qui vous seront familiers. Et très souvent, le matériau de nos rêves, il est emprunté à ce que nous avons vécu le jour même ou la veille. Il est assez fréquent que, dans nos rêves, on retrouve des éléments de la journée qu'on vient de passer ou de la journée précédente. Parce que nos perceptions, parce que notre expérience, c'est le matériau de notre vie psychique. Mais je disais que le rêve était le lieu d'expression du désir inconscient, mais je dois aussitôt préciser que, pour Freud, ce n'est pas, à proprement parler, nous qui rêvons. En réalité, ce n'est pas nous qui rêvons, c'est notre inconscient. Et cette distinction est très importante, parce que de la même façon que Freud nous dit que le moi n'est pas le maître dans sa propre maison, Freud nous dit également que nous ne sommes pas responsables de ce que nous vivons dans nos rêves. Nos rêves, ce n'est pas nous. Nos rêves, c'est notre inconscient. Et nous ne sommes pas notre inconscient. On ne choisit pas ce qu'on désire de manière inconsciente. Nous ne sommes pas responsables de notre inconscient, nous dit Freud. Et si nous ne sommes pas responsables de notre inconscient, nous ne sommes pas fautifs. Donc nous n'avons pas à avoir honte de nos rêves. Nous n'avons pas à avoir honte de ce que révèle notre inconscient. Nous n'avons pas à en avoir honte, nous n'avons pas à culpabiliser, d'autant plus que pour Freud, il faut distinguer dans le rêve ce qu'il appelle le contenu manifeste et le contenu latent. Le contenu manifeste, c'est tout simplement ce qui se produit dans votre rêve. C'est ce qui apparaîtrait si on pouvait transformer votre rêve en film.
Ça, c'est le contenu manifeste, c'est ce qui se passe concrètement, explicitement dans votre rêve. Par exemple, vous imaginez que vous retournez au lycée, vous devez repasser votre bac et vous entrez dans une salle avec des personnes qui ont 20 ans de moins que vous, avec un surveillant, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le contenu manifeste de votre rêve. C'est la situation concrète que vous vivez dans votre rêve. Maintenant, il y a le contenu latent. Et le contenu latent, ça signifie ce que veut dire votre rêve. Ça signifie ce qui n'apparaît pas dans votre rêve, mais se révèle à travers lui. Ce que certains appelleront la signification du rêve. C'est ça le contenu latent. Et pour Freud, ce qui compte, c'est le contenu latent, dont le contenu manifeste n'est qu'un mode d'expression. Le contenu manifeste n'est qu'un prétexte pour le contenu latent de trouver un moyen de s'exprimer. C'est comme si votre inconscient se déguisait de telle sorte que vous puissiez le voir sans forcément le reconnaître. Je dis sans forcément le reconnaître parce que vous ne savez pas forcément ce qui se cache derrière le costume, vous ne savez pas forcément ce qui se cache derrière le contenu manifeste de votre rêve. Vous rêvez que vous repassez votre bac, ça ne veut pas dire que vous avez raté votre bac quand vous étiez jeune, ça peut simplement vouloir dire que la situation qui consiste à repasser son bac est une manière déguisée de vous dire quelque chose dont le bac n'est qu'un avatar, dont le bac n'est peut-être qu'une forme d'expression parmi d'autres. C'est pas forcément le bac qui agite votre inconscient. Et ce contenu manifeste, tant qu'il n'est pas interprété, tant qu'il n'est pas éclairé par le travail d'analyse, vous ne pouvez rien en déduire. Interpréter un rêve, ce n'est pas prendre le contenu manifeste de ce rêve pour le message. La signification du rêve ne se limite pas au contenu manifeste du rêve. Interpréter un rêve consiste à déduire du contenu manifeste le contenu latent, à comprendre de quoi le contenu manifeste est l'expression. C'est ça l'interprétation du rêve. Il existe une autre manière pour l'inconscient de s'exprimer, autre que le rêve, c'est le lapsus. Alors le lapsus peut être aussi bien écrit qu'oral, et le lapsus va consister en une erreur de langage, mais une erreur qui va être considérée comme étant révélatrice. Et vous noterez bien que le mot révéler signifie montrer la vérité. Révéler, c'est ôter ce qui couvre la vérité. Donc le lapsus, selon Freud, est révélateur de l'inconscient, non pas révélateur de vos pensées intimes, mais révélateur des pensées et des désirs qui vous échappent, des pensées dont vous n'êtes pas responsable. Donc selon Freud, lorsque vous commettez un lapsus, lorsque vous remplacez un mot par un autre, et la plupart du temps avec une connotation sexuelle, eh bien selon Freud, vous êtes la victime, vous êtes le jouet de votre inconscient qui trouve un moyen de s'exprimer à travers le langage. Donc par exemple, imaginons que vous allez en réunion le matin et puis en partant de la réunion, il est midi et vous dites à vos collègues « bonne soirée ». Alors dire « bonne soirée » à midi, ça peut signifier que vous êtes déjà un peu fatigué, ça peut signifier que vous vous êtes vraiment ennuyé durant cette réunion et que votre bonne soirée traduit le désir que la journée soit finie. Ça peut être un exemple de lapsus. Donc le lapsus, c'est tout simplement le remplacement d'un mot par un autre qui va traduire ce que vous pensez de manière inconsciente ou ce que vous désirez de manière inconsciente. Voilà pourquoi beaucoup de lapsus sont à caractère sexuel, parce que pour Freud, la pulsion qui nous dirige, la pulsion de l'inconscient, c'est une pulsion d'ordre sexuel. On reproche d'ailleurs souvent à Freud de tout interpréter sous l'angle de la sexualité, et c'est vrai d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il assume parfaitement, parce que pour lui, la pulsion sexuelle, c'est l'alpha et l'oméga de notre animalité. On pourrait même aller jusqu'à dire que pour Freud, tout désir trouve son origine dans la pulsion sexuelle. Donc commettre un lapsus à caractère sexuel pour Freud, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de surprenant, ça n'a rien de honteux, puisque de toute façon, notre vie psychique étant entièrement gouvernée par l'inconscient, ça revient à dire qu'elle est entièrement gouvernée par la pulsion sexuelle. Le dernier mode d'expression de l'inconscient chez Freud, c'est l'acte manqué. Alors l'acte manqué, j'ai l'habitude de dire que c'est un petit peu l'équivalent du lapsus, mais avec des actes. C'est par exemple le fait que vous n'ayez pas entendu le réveil sonner alors même que vous aviez rendez-vous pour un très important entretien d'embauche. Donc imaginons que vous vous préparez la veille de cet entretien, toutes vos affaires sont prêtes, vous avez mis votre réveil, vous vous êtes couché tôt pour être sûr de bien l'entendre, et quelque chose fait que vous n'entendez pas le réveil sonner. Vous n'entendez pas le réveil sonner, vous vous levez en retard et vous vous dépêchez pour courir à la gare et prendre votre train pour arriver à l'heure à l'entretien. Et là, pas de chance, pile au moment où vous arrivez sur le quai, le train est en train de partir. Vous, dans cette situation, vous serez sincèrement convaincu que vous n'avez pas eu de chance. Vous serez sincèrement convaincu que vous vouliez aller à cet entretien.
vous vouliez décrocher ce boulot, mais quelque chose vous en a empêché. Eh bien ça, chez Freud, ça peut s'assimiler à un acte manqué, c'est-à-dire à un message de votre inconscient pour vous faire comprendre que vous n'aviez pas envie d'obtenir ce boulot, que quelque chose en vous refusait. C'est ça l'acte manqué. L'acte manqué, comme le lapsus, ce sont des échecs révélateurs. Ce sont des échecs qui traduisent la réalité de votre désir inconscient. Et d'une certaine manière, ces 3 modes de manifestation de l'inconscient, ils sont extrêmement utiles, ils sont extrêmement précieux, parce qu'ils permettent, à leur échelle, de libérer un peu la pression sur l'inconscient. Ils permettent à l'inconscient de s'exprimer quand le surmoi a le dos tourné. Et ça, c'est très important de le souligner, parce que si le désir inconscient ne trouve aucun moyen de s'exprimer, à ce moment-là, la névrose peut dégénérer. Elle peut dégénérer en psychose, elle peut dégénérer en hystérie, elle peut dégénérer dans toutes les formes de pathologie que Freud a identifiées et qui traduisent à chaque fois l'incapacité à supporter le conflit entre le ça et le surmoi. Alors il se trouve que Freud a forgé un concept extrêmement intéressant dont j'ai envie de vous parler pour terminer cette vidéo, un concept qui traduit un autre mode de manifestation du désir inconscient, c'est le concept de sublimation. Alors, le mot sublimation, au départ, il appartient au domaine de la physique. La sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Passage direct, sans passer par l'état liquide. Et il se trouve, c'est intéressant de le noter, que sur le plan physique, cette transformation, ce passage de l'état solide à l'état gazeux, suppose que le corps soit animé d'une énergie. Or, il se trouve que le désir est une énergie. C'est une énergie qui est à l'origine de nos pensées, de nos comportements. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans d'autres vidéos, le désir, c'est d'abord une force de mise en mouvement. C'est la force qui nous pousse à vouloir rejoindre notre partie manquante. Alors qu'est-ce que la sublimation ? La sublimation, c'est le processus de détournement et de réorientation du désir vers un but supérieur, vers un but considéré comme plus élevé, plus noble. On pourrait dire que la sublimation, c'est l'investissement du désir sexuel dans un but non sexuel. C'est ça la sublimation. L'investissement du désir sexuel dans un but non sexuel. On va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple d'un homme qui éprouve un désir sexuel et qui a la malchance d'être célibataire. Donc cet homme, il a plusieurs options. La première option, c'est de réfréner son désir sexuel. C'est de le réprimer, au risque de produire une petite névrose. Une autre option, ça va être de se masturber, autrement dit, de satisfaire sa pulsion sexuelle de manière immédiate. Mais le problème de cette option, problème entre guillemets bien sûr, c'est que son énergie sexuelle, donc sa libido, va être gaspillée. Cette énergie sexuelle ne va pas être investie dans quelque chose de supérieur. Donc certes, ça va permettre à cet homme d'assouvir sa pulsion, de se libérer de sa pulsion, mais il n'y aura pas de finalité supérieure à cet assouvissement. Il n'y aura pas de but socialement noble dans cette satisfaction. Enfin, la troisième option qui s'offre à cet homme, ça va être d'investir cette énergie sexuelle dans un acte de création, dans un acte de production. Et c'est ce qu'on pourra appeler une satisfaction médiate du désir. Satisfaction médiate, médiatisée, c'est-à-dire qui va passer par un intermédiaire. Et l'acte de création va constituer un intermédiaire entre le désir et la satisfaction de ce désir. C'est l'exemple que prend Freud de l'artiste. L'artiste, lorsqu'il crée une œuvre, il a besoin d'énergie, il a besoin de libido, il a besoin d'une force de création qui va s'exprimer à travers la réalisation d'une œuvre. Autrement dit, l'artiste va détourner sa pulsion sexuelle vers la création d'une œuvre socialement valorisée. Donc on peut prendre l'exemple de l'artiste, mais on peut aussi prendre l'exemple du chercheur, de l'intellectuel, du scientifique, qui lui va convertir son énergie sexuelle en énergie intellectuelle, en force de compréhension. Donc vous voyez à travers ces deux exemples, l'artiste et l'intellectuel, que l'énergie sexuelle peut être convertie vers une autre finalité, vers une finalité non sexuelle, vers une finalité abstraite, symbolique, culturelle, une finalité qui en apparence n'a absolument rien de sexuel. Et je disais tout à l'heure que pour Freud, tout est sexuel. C'est exactement ce que nous montre la sublimation. Parce que même si le désir s'assouvit sous une forme non sexuelle, il n'empêche que ce désir, il est de nature sexuelle. La pulsion créatrice, c'est une pulsion
d'origine sexuelle. Donc au lieu de gaspiller son désir ou de l'exprimer de manière chaotique, l'individu va pouvoir transformer et réorienter sa pulsion vers la création d'une œuvre qui aura de la valeur. J'ai pris l'exemple de l'artiste, j'ai pris l'exemple de l'intellectuel, on pourrait tout aussi bien prendre l'exemple du sportif, l'exemple de l'athlète qui, dans le cadre d'une performance physique ou qui, dans le cadre d'une compétition sportive, va devoir accumuler suffisamment d'énergie, va devoir accumuler suffisamment de libido pour pouvoir réaliser sa performance. Toute personne qui a fait des combats de boxe sait que l'abstinence est de mise plusieurs semaines avant le combat. Le boxeur ne peut pas se permettre de dilapider toute son énergie avant un combat. Donc cette libido, cette agressivité pulsionnelle et sexuelle, le boxeur va l'utiliser à son profit, il va l'utiliser comme force de combat, il va l'utiliser comme énergie créatrice. Je disais que le désir du ça, l'énergie sexuelle du ça, Freud l'appelait la libido. Il se trouve que le mot libido n'est pas une invention moderne, c'est un mot latin qu'on retrouve déjà chez saint Augustin au 5e siècle après Jésus-Christ. Et d'ailleurs c'est amusant de constater que déjà à cette époque, saint Augustin distinguait 3 types de libido. 3 types de libido, c'est-à-dire 3 types d'énergie sexuelle qui pouvaient avoir des destinations différentes. Alors pour que ce soit très concret, je vais tout de suite vous les citer. La première libido chez saint Augustin, c'est la libido sentiendi, autrement dit, c'est l'énergie proprement sexuelle, proprement sensuelle, c'est l'énergie qui correspond au désir proprement corporel. Donc on pourrait dire que la libido sentiendi chez saint Augustin, c'est la pulsion sexuelle brute. C'est la pulsion sexuelle qui n'est pas détournée de sa destination, c'est celle qui ne cherche pas à s'auto-dépasser dans la création d'une œuvre supérieure. La deuxième libido, c'est la libido dominandi, qu'on traduit généralement par l'orgueil, et ça correspond chez saint Augustin au désir de dominer l'autre, qu'on peut retrouver notamment chez les guerriers. Donc le guerrier, c'est celui qui va détourner son énergie sexuelle vers le combat contre l'ennemi. Et ça rejoint, vous le remarquez, ce que je disais tout à l'heure sur le boxeur, qui va utiliser son énergie sexuelle pour gagner son combat. Le troisième type de libido, c'est la libido siendi, qui correspond au désir de connaissance. Et ça, c'est exactement ce que Freud nous décrit à travers le processus de la sublimation, c'est-à-dire le détournement de la pulsion sexuelle vers la création de quelque chose d'abstrait. Et l'abstraction, ça correspond symboliquement à l'élévation du désir à une réalité jugée plus noble. Ces 3 libidos qu'on trouve chez saint Augustin ont été reprises par Pascal au XVIIe siècle à travers ce qu'il appelait les 3 concupiscences, c'est-à-dire les 3 désirs humains qui sont la marque du péché originel. Donc là, on s'aventure sur un terrain un peu plus religieux, mais peu importe parce que ce qui compte, c'est de comprendre ce processus de transformation du désir sexuel en quelque chose de non sexuel. Et pour Pascal, la libido siendi de saint Augustin, c'est-à-dire le désir de connaissance, c'est tout simplement la curiosité qui a conduit Adam et Ève à goûter le fruit défendu et donc à être expulsés du jardin d'Éden. Donc pour Pascal, la libido siendi ne se différencie pas des autres libidos, des autres concupiscences. Elle ne s'en différencie pas parce qu'elle a la même origine. Et pour Pascal, c'est justement parce que nous sommes des êtres imparfaits, des êtres corrompus et frappés du sceau du péché, que nous sommes pour ainsi dire condamnés à la misère, que nous sommes incapables de nous élever à la sphère du divin. Donc chez Pascal comme chez saint Augustin, il y a l'idée que l'être humain est fondamentalement déterminé par son désir, par sa libido, par sa pulsion sexuelle, et même avant saint Augustin, chez Platon par exemple, on trouve déjà cette idée du désir qui nous anime. Platon avait une conception de l'âme humaine, une conception de la psyché, qui était elle aussi divisée en 3 parties. La partie la plus inférieure, c'est ce qu'il appelait l'épitoumia, qui correspond au désir du corps, au désir matériel, au désir reproductif, c'est-à-dire à la libido sentiendi de saint Augustin, et qui correspond à l'expression brute du désir sexuel. La deuxième partie de l'âme chez Platon, la partie intermédiaire, c'est ce qu'il appelait le thumos. Et le thumos, c'est la colère, c'est la partie irascible, c'est l'ardeur du guerrier, là encore, qui va lui donner du courage par le désir de vaincre. Donc là encore, on a cette idée de transformation, de réorientation du désir vers un but jugé supérieur. Et enfin, la troisième partie de l'âme, la partie supérieure, c'est ce que Platon appelle le logos, et qui correspond à la partie rationnelle, à la partie de l'esprit qui est dirigée vers la connaissance. Et ça correspond à la sublimation freudienne, c'est-à-dire à la transformation du désir sexuel en énergie de connaissance. Donc il est exact de dire que pour Freud, tout est sexuel, mais il faut bien comprendre en quel sens tout est sexuel.
Freud ne dit pas que tout est sexuel au sens où notre seul objectif, ce serait d'avoir des rapports sexuels. Freud nous dit que tout est sexuel au sens où tout ce qui anime nos comportements est d'origine sexuelle. Mais d'origine sexuelle ne veut pas dire à destination sexuelle. D'origine sexuelle ne veut pas dire que tous nos désirs vont s'incarner, se concrétiser dans l'acte sexuel. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est très important de le comprendre parce que, avec le concept de sublimation, Freud nous montre que nous avons une possibilité de maîtriser notre désir. C'est là que réside notre part de liberté. Il reste une part de liberté à l'homme. Et cette part de liberté, elle consiste à choisir la manière dont on veut que le désir s'exprime. Elle consiste à décider de la destination que l'on va donner à la pulsion sexuelle. Ce qu'on appelle par exemple l'épistémophilie, c'est-à-dire étymologiquement l'amour de la connaissance, l'épistémophilie, c'est un détournement de la pulsion sexuelle. Est-ce que pour autant on va mettre sur le même plan le fait d'être un obsédé sexuel et le fait d'être un amoureux de la connaissance ? Est-ce qu'on va mettre sur le même plan la masturbation compulsive et la tentative de comprendre le monde ? Alors certes, pour Freud, ces deux démarches ont exactement la même provenance. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles ont la même valeur ? Non, elles n'ont pas la même valeur, parce que dans un cas, le cas de la satisfaction immédiate, c'est le désir qui nous manipule, tandis qu'avec la sublimation, c'est nous qui utilisons le désir pour en faire quelque chose de supérieur. À ce moment-là, le désir n'est plus une simple force qui nous détermine, une force dont nous serions les esclaves. Le désir devient l'instrument de notre accomplissement. Le désir devient l'énergie par laquelle nous accédons à quelque chose de supérieur. Et dans ce cas-là, même si nous sommes entièrement déterminés par notre inconscient, même si nous sommes entièrement conditionnés par notre désir inconscient, il nous reste cependant une marge de manœuvre, il nous reste cependant cette part de liberté par laquelle nous devenons quelque chose de plus qu'un simple désir, quelque chose de plus qu'une simple pulsion. Nous devenons des êtres humains capables de créer, capables de transformer le monde, capables de sublimer le monde. Je vous remercie.